Le mari passeport de Marga d'Andurane à Monsieur Roger Maigret, ministre de France au royaume du Nejdj, du Hedjaz et du Yémen, à qui je dois la vie. Iconographie Marga d'Andurane à l'époque où elle écrivit Le mari passeport. Le château d'Andurane à Mauléon. Les façades sont chargées de moucharabiés en bois des îles, page 95. Par la lucarne, j'aperçois le consulat, le drapeau français, page 190. Le mari passeport, introduction. Pourquoi écrire quand on ne sait pas écrire? Pourquoi parler de soi pendant 300 pages alors que le moi est haïssable? Parce que toute la presse française et étrangère, après avoir annoncé ma mort par pendaison, a raconté sur moi des choses invraisemblables. Parce que, à la suite de certaines coïncidences, et dans une incompréhension totale de mes actes, la Sûreté générale et les services de renseignement de Syrie ont édifié sur mon compte un dossier abominable qui m'a ruiné moralement et financièrement, et dont je ne pus obtenir la communication, mais que beaucoup de mes relations de Paris et même le député basque des Basses-Pyrénées se vantent d'avoir vu aux affaires étrangères, colportant ainsi les bruits les plus calomnieux sur moi. Le seul intérêt de ce récit, à mon avis, est que tout ce que je dis est absolument vrai. Tous les gens cités dans ce bouquin vivent, sauf le mari passeport, sont en place, et je les nomme. Je les mets tous au défi de pouvoir relever une inexactitude. Ce récit n'a aucune prétention. Il ne sacrifie à aucun préjugé, à aucune arrière-pensée, à nulle précaution d'ordre diplomatique ou intéressé. Il dit ce que j'ai vu avec la précision maxima qui me soit possible. Et je voudrais enfin, c'est un simple vœu, que l'on oublie un peu, après m'avoir lu, les calomnies et les sottises amoncelées, comme par passion, autour de mes actes et de mon nom. Serais-je comprise telle que j'étais enfant, telle que j'ai vécu les événements que je relate, telle que je demeure à cette heure. Enfance. Je suis né à Bayonne, de famille basque. Sur la souche dont je suis issu se sont hantées des générations de dignes bourgeois, magistrats, notaires, soldats, fonctionnaires. Il y eut également des gentilshommes vivant sur leurs terres, portant l'épée ou adonnés à de lointains labeurs diplomatiques. Nul n'ignore que dans tout basque dorment de lointaines hérédités de chercheurs d'aventure. Nous avons une origine obscure et que les ethnologues ni les linguistes n'ont encore su préciser. Pourquoi l'âme lointaine des basques coureurs des mers et des continents, après tant de siècles, où les êtres de mon sang avaient ignoré qu'elle pût encore fermenter en eux, s'avisa-t-elle de renaître dans la petite fille promise à toutes les quiétudes, à toutes les monotonies de la vie de province que j'étais en naissant et que je devais abandonner? Cela commença par des témoignages puérils. Par exemple, ma gêne et la secrète protestation de tout mon être lorsqu'il me fallait obéir à des ordres que je n'admettais pas. Le travail m'attirait par un ardent besoin de savoir. Seulement, en sus, un non moins ardent désir d'indépendance se développait. Qu'on en juge. À 3 ans, je fuyais, un beau jour, la maison de mes parents. Je voulais sortir seul. Je me sentis fier de passer devant une sentinelle qui gardait l'ancienne poudrière de Bayonne. J'allais me cacher sous un pont où je me sentais plus libre, laissant ma famille s'affoler pendant toute une journée. Un autre jour, plus tard, ayant pris la bicyclette de ma sœur, sur un chemin de halage, je voulus faire des prouesses que mes petites jambes ne permirent point, et je tombai dans le gave. Bien entendu, ces fantaisies et combien d'autres étaient accomplies en dépit des interdictions familiales, et dans une sorte de dédain du danger que pourtant je devinais fort bien. Cependant, je grandissais, et avec moi, mes défauts. Ma famille donnait l'exemple d'une vie coite et paisible que je commençais d'abominer. Le rituel des convenances, les réceptions, les échanges de visites, les politesses hypocrites, les gentillesses que suivaient des cancans sans douceur, tout ce qui fait le fond de l'existence provinciale me donnait la nausée. Bientôt, je ne pus réfréner mes goûts, ni les manifestations de mon indiscipline. La docilité dont, malgré tout, je témoignais souvent, fit place à une insubordination violente. Il fallut envisager le meilleur moyen de mettre fin à cet anarchisme enfantin. On décida de me mettre au couvent. J'avais 9 ans révolus.
Hélas, éducateurs et éducatrices ne conçoivent guère de réduire par la persuasion, la douceur, la bonté, les esprits non conformistes. On compte sur la force, qui cependant paraît bien avoir fait faillite. Elle ne devait point réussir avec moi. J'avais déjà, et j'ai toujours, au suprême degré, un grand besoin de vérité, d'exactitude et de franchise. Il correspondait bien aux conseils qu'on me donnait de partout, mais pas à la façon dont il faut les comprendre. On me nommait Saint-Jean Bouche d'Or pour ma sincérité brutale. Mon éducation fut confiée à tous les ordres religieux possibles, en France et en Espagne. De chaque établissement, la révolte, l'impertinence et ce qu'on appelle la dissipation me firent congédier bientôt. Notez que je n'étais ni paresseuse, ni mauvaise élève. La seule fois où je passai toute l'année scolaire dans un de ces couvents, je récoltais tous les prix de la classe, sauf celui de sagesse. Je rentrais chez moi avec des piles de volumes dorés, une couronne de laurier comme une impératrice, et la bienveillante accolade de monseigneur Giheur, évêque de Bayonne, qui était venu ce jour-là présider la distribution des prix aux Ursulines de Fontarrabie. Je cite cet événement car il fut exceptionnel. Partout ailleurs, avant que juillet arrivât, on me mettait en devoir de partir d'urgence, soit pour avoir scandaleusement violé la règle, soit pour avoir fomenté la révolte dans un dortoir, soit pour une folle équipée, conforme à mes goûts. Ma famille, découragée par tant d'expulsions, voulut faire l'essai d'une éducation à la maison. On me confia à une institutrice. Mais, pendant les vacances, je retrouvai à Biarritz mon cousin d'Andurane, qui avait quitté le pays depuis quelques années. Il me plut aussitôt. Je l'invitai à la campagne. Notre mariage fut décidé entre nous. Mon père objecta mon extrême jeunesse, l'instabilité de mon caractère, mon manque absolu d'expérience, d'esprit pratique, et Pierre d'Andurane n'avait pas de situation. Ma chère maman lutta pour obtenir le consentement de mon père. C'est alors que je vis ma future belle-mère. L'entrevue eut lieu chez d'autres cousins. On avait, pour cette réception, établi mes cheveux en chignon, et je portais une robe longue de ma cousine, de telle sorte que ma mère elle-même faillit ne pas me reconnaître, tant j'étais fagotté pour me vieillir. Sitôt l'entretien terminé, je repris mes jupes courtes, relâchai mes cheveux et repartis vers mes exercices coutumiers qui étaient l'équitation et l'ascension des arbres. Enfin, après 6 mois de lutte et d'objection, mes parents autorisèrent mon mariage. Espionnage. Mon mari partageait mon goût pour les voyages, les ciels et les soleils nouveaux. Nous partîmes aussitôt, errâmes en Espagne, au Portugal, au Maroc, en Algérie, nous arrêtant où bon nous semblait. En 1912, nous rentrâmes en France et repartîmes pour l'Amérique du Sud. J'ai horreur des pays froids, brumeux, sans lumière. Il me faut le soleil brûlant. En 1914, la guerre nous ramenait en France. Mon mari partit pour le front. Enseveli par l'explosion d'un obus devant Verdun, il fut réformé en 1916. Sa santé l'empêcha désormais de mener l'existence vagabonde de jadis. Notre fortune, d'ailleurs, était sensiblement entamée. Il nous fallait trouver des fonds. On me parla d'un Suisse qui fabriquait des perles artificielles et cherchait pour son industrie tout à la fois un commanditaire et un local. Des pourparlers eurent lieu. Nous nous entendîmes et le Suisse s'installa dans un grand atelier que j'habitais, 29 avenue Henri Martin. Me voilà donc faisant des perles, mais le procédé de mon associé était primitif. Je voulus faire mieux, m'installai à mon compte et, grâce au concours d'un chimiste habile et fort connu, nous créâmes une perle très parfaite, d'une nacre, sans défaut et d'un très bel orient. Mes affaires prirent une envergure que je n'attendais pas, mais comme je ne vendais qu'en gros, le plus clair des bénéfices passait à des intermédiaires. Comme d'autre part ma famille aurait poussé les hauts cris si j'avais ouvert un magasin de vente, je décidai de partir. Mon père étant mort sur ces entrefaites, ma mère tenta de nous faire revenir près d'elle pour que nous renoncions à gagner de l'argent par un commerce qui lui semblait honteux. Mais ce fut en vain. L'attrait d'un pays riche où le ciel est pur, le soleil chaud, n'était pas de ceux auxquels nous pussions résister. Un beau jour, à Marseille, nous prîmes, avec nos meubles, le paquebot d'Égypte. Je ne me crus vraiment en route que lorsque le bateau eut quitté la terre. Des obstacles surgirent, jusqu'au dernier moment, devant mon ardeur à partir. La cloche avait sonné, la sirène avait déchiré l'air, mais j'étais seul à bord avec mes 2 enfants, et mes yeux scrutaient le quai grouillant où mon mari n'arrivait pas.
Enfin il apparut, juché sur un camion qui portait nos 25 malles. On le prit pour l'impresario de la tournée Clara-Tambour. Ah, ce départ, quel soupir quand les hélices tournèrent! Mais après un voyage sans histoire, quel drame à Alexandrie. La douane, pour une signature apposée sans réfléchir au bas d'une formule imprimée, et cela dans le moment même où j'inscrivais scrupuleusement ce que nous avions à déclarer, prétend m'imposer une amende de 100 000 francs. 8 jours de négociations et l'intervention du consul de France nous épargnèrent cette ruine. Mais l'incident ne laissa pas de nous coûter fort cher. Un peu plus tard, nous étions installés au Caire, dans un appartement tout neuf, en face du célèbre Gropi. Il fallut travailler, mais le succès fut immédiat. Je passai 2 hivers en ville et l'été au bain de mer de San Stefano. Nous sortions, nous fréquentions le sporting club, mon mari y montait à cheval. Pourquoi, demandera-t-on, ne restai-je là que 2 ans? Parce que ma passion du changement m'entraîna vers d'autres lieux. Je rencontrai au Caire la baronne Brough, anglaise de naissance, qui me parla un jour d'un voyage qu'elle devait faire en Syrie et en Palestine, avec un officier de l'intelligence service de Haïfa, et une autre anglaise aussi, The Honorable Mrs. Mead, filleule du roi Édouard VII. Celle-ci, se trouvant malade au dernier moment, je pris sa place avec joie, malgré l'avertissement d'une amie qui me mettait en garde contre mes relations trop étroites avec les Anglais, et me prédisait qu'un pareil voyage allait me nantir d'un dossier. J'éclatai de rire, ces conseils me parurent incroyables. Je partis pour Haïfa et visitai la Palestine, en compagnie du major S. et de madame Brough. Nous aboutîmes à Damas, où s'offrit l'occasion d'un voyage, soit à Palmyre, soit à Bagdad. Le congé du major S. était près d'expirer et nous ne pouvions faire les deux. La baronne préférait Bagdad. Pour moi, j'étais naturellement plus tenté par le site fabuleux de Palmyre, perdu dans un désert, alors moins accessible qu'aujourd'hui. Mon insistance l'emporta et nous partîmes pour ces ruines. L'impression que j'en ressentis fut formidable. Cet immense champ de ruines dorées, ces files de colonnes perdues dans le sable, ces horizons sans limite, cette palmeraie dont le vert sombre tranchait sur l'étendue vide du désert, et par-dessus tout, cette solitude, ce silence, cette vie qui semblait celle d'un autre monde, me firent comprendre d'emblée que j'avais découvert la demeure de mes rêves. Dès mon arrivée, je me sentis comme l'enfant de cette terre étrange et décidai de m'y établir pour y monter un élevage, comme je l'avais fait en Amérique du Sud. Il ne fallait que convaincre mon mari. Je rentrai donc au Caire et le décidai, sans peine. 15 jours plus tard, il me précédait à Palmyre. Pendant ce temps, je liquidai mes affaires d'Égypte, je fis un saut en Grèce où je tournai un petit film. Puis je passai en Italie, en France enfin, où j'allai assister à la première communion de mon plus jeune fils, qui eut lieu à la cathédrale de Bayonne. Mais ma fidélité à la F m'y fit refuser l'absolution, et je ne pus accompagner mon fils à la Sainte Table. C'était au moment du drame entre la F et le Vatican. Là, je reçus de mon mari des nouvelles extrêmement surprenantes. Il avait été reçu à Palmyre, et de la façon la plus cordiale, par le petit groupe des officiers du poste, vivait en popote avec eux, partageait leur vie, était traité en camarade par eux en sa qualité d'officier de réserve. Mais un certain colonel Ripert, qui commandait alors à Deir Zerzor, sur l'Euphrate, et dont Palmyre dépendait, crut bon de se montrer surpris de ce que je fusse venu à Palmyre, avec le major S., officier très redouté et mal vu des Français. Aussi me faisait-il prier de cesser de le fréquenter et surtout de ne revenir avec lui en Syrie sous aucun prétexte.